On a un niveau d'impact qui est hyper fort. Ça fait 9 ans qu'on fait de l'outbound, c'est ça qui nous a permis vraiment de scaler. 3 mois d'expérience, qui te demandait les yeux dans les yeux, je vaux entre 80 et 100K. Mais le marché est totalement débile. Vaut mieux avoir des très bons profils juniors, intermédiaires, qui sont en train de step up, qui apprennent avec nous, que d'aller chercher tout de suite un profil overkill beaucoup trop tôt. Faut y aller vraiment étape par étape. C'est qu'au début, on fakeait. Avant même que j'y sois, quand ils étaient 5 ou 10, on venait avec tous nos potes et ils étaient tous là. Et en fait, c'était une énorme armée, alors que en fait, Scalo, c'était 3 personnes à l'époque. L'état d'esprit, tout est possible, ça, on l'a toujours. Mais tout est possible en étant rentable. Salut Elliot. Salut Jordan. Bon, toi, t'es VP Market de chez Scalo. Oui. Pour les personnes qui connaissent pas Scalo, c'est quoi Scalo? Alors Scalo, solution RH de pilotage des équipes de terrain. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'une équipe de terrain? Tout à fait. Restaurateur, hôtelier, retailer, professionnels de la santé, du bâtiment, de l'industrie, globalement, des gens qui ne font pas de télétravail, des gens qui ne travaillent pas derrière un ordinateur. En anglais, on appelle ça les frontline workers ou les deskless workers. Ok, très bien. Secteur primaire, secondaire, enfin tout le monde sauf secteur tertiaire en fait. Exactement. Hospitality, donc hôtel, café, restaurant depuis bientôt 9 ans. Retail depuis 5 ans, santé depuis 5 ans et bâtiment, industrie, construction depuis une grosse année et demie maintenant. Ok, très bien. Bon, pour commencer, moi je voulais juste revenir un peu du coup sur toi, le parcours, que ce soit d'un point de vue perso ou aussi d'un point de vue chez Scalo. Donc toi, tu as vécu l'hypercroissance, parce que Scalo, c'est quand même belle boîte. Là, vous êtes plus de 400 personnes aujourd'hui, c'est ça? Il y a eu des levées de fonds, etc. etc. Maintenant, vous êtes vraiment la vraie scale-up, vous êtes sur de l'international, c'est ça un peu les enjeux. Toi, tu es arrivé, vous étiez 20. Du coup, ça m'intéresse de comprendre, c'est quoi, toi, si tu devais un peu résumer les grosses étapes de croissance et après même refaire un petit zoom sur la partie market/growth, c'est quoi les étapes sur cette partie-là? Ça m'intéresse. Tu as eu plusieurs phases. Donc moi, quand je suis arrivé, c'était l'année de la série A. Donc Scalo lève 6 millions d'euros en 2018. Donc ça fait un petit bout de temps maintenant. Pour justement structurer l'approche marketing, l'approche commerciale, accélérer sur la pénétration, notamment en retail. Donc là, on est 20. Moi, j'arrive vraiment, première ressource marketing, première recrue marketing. Tu as un terrain vierge. Tout est à faire. De l'événementiel, tu vas tester de l'inbound, tu vas tester de l'outbound, des partenariats, bref, tout est à écrire. Donc ça, c'est vraiment la première phase qui dure 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, tu commences à voir, ça va fonctionner, là, il y a de l'attraction, là, on commence à vraiment être bien mature là-dessus, on commence à recruter. Donc première équipe, on va dire l'équipe marketing saison 1, ça s'est fait 1 an et demi plus tard, mes premiers recrutements, du partenariat, de la création de contenu, mon premier growth manager dans l'équipe. Donc ça nous occupe jusqu'à 2020, 2020, le Covid. Donc le Covid, il y a 5 ans, là, on commençait à avoir une super belle courbe de croissance, on commençait vraiment à bien vendre, on commençait à avoir une petite notoriété dans nos secteurs phares, donc sur l'hospitalité et sur le retail. Et là, tu as le Covid qui débarque. Donc là, il y a pile 5 ans, mars 2020. À l'époque, nous, nos clients, 80-90% des clients, c'est des restaurateurs, des hôteliers. Du jour au lendemain, ils coupent. Donc tu te dis, waouh, du jour au lendemain, on peut nous aussi couper. On a fait tout l'inverse. On s'est dit qu'on allait focaliser nos efforts sur la santé, sur le retail. Et aujourd'hui, c'est des secteurs qui représentent plusieurs dizaines de pourcents du mix de tous nos clients. Donc ça, c'est quand même assez énorme. On sort du Covid finalement beaucoup plus fort que la façon dont on y est rentré. Et donc en 2021, là, on va boucler une levée de fonds, une série B de 40 millions d'euros avec Partech, Aglaé, Xange. Et à partir de ce moment-là, là, c'est la vraie hypercroissance. Donc on investit pour accélérer en Europe, on investit évidemment dans les équipes, on investit évidemment dans le marketing. Et ça dure jusqu'en 2022, mi-2022. Le monde des VC s'affole. Et là, en 1 an et demi, on a dû totalement changer de braquet. Tout le monde chez Scalo a appris la notion des EBITDA. Et depuis 2 ans, globalement, on bosse à faire de Scalo un projet qui soit rentable. Là, on y est, donc c'est quand même une super nouvelle. Ça veut dire qu'en 2 ans, on a réussi à le faire. Et maintenant, la 2025, c'est une vraie phase à nouveau de conquête, de croissance. On va aller chercher des nouveaux pays. On va investir fortement dans le produit aussi pour nous permettre d'aller chercher ces nouveaux pays et ces nouveaux secteurs. Et en fait, à chaque fois, le marketing est là pour accompagner, est là pour accélérer, est là aussi en amont de phase. Tu vois, quand tu pars sur l'international, nous, on va ouvrir le marché italien. Je sais pas si on le dit ça, en fait. Bon, bref.
Je te redirai. Nous, on va ouvrir des pays en Europe du Sud. Finalement, ça fait déjà 3-4 mois, même 5 mois, depuis fin d'année 2024, que le marketing bosse dessus pour constituer les bases de données, pour commencer à traduire les assets. Donc, en fait, on est toujours là pour accompagner les ambitions de la boîte et finalement permettre aux autres équipes d'atteindre leurs objectifs. OK. L'équipe market, combien de people aujourd'hui? Alors, c'est une équipe, j'adore dire que c'est une équipe très lean et très agile et hyper efficace et on a un niveau d'impact qui est hyper fort. Tu as l'équipe growth, donc équipe growth, tu as une fonction sur la partie traffic management, donc optimiser nos investissements publicitaires, Google, Meta, LinkedIn, toute la clique. Ensuite, tu as une fonction sur l'outbound. Outbound, c'est vraiment le nerf de la guerre chez Skello. Ça fait 9 ans qu'on fait de l'outbound. C'est ça qui nous a permis vraiment de scaler, de grandir. Et aujourd'hui, tu as encore une très très grosse partie du mix d'acquisition qui vient de l'outbound. Donc, tu as une personne full-time là-dessus. Tu as une personne qui est en charge de la conversion. Et après, on se fait épauler aussi par l'externe, par Bulldozer notamment. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Donc ça, c'est vraiment la partie growth, on va dire core team. Ensuite, tu as beaucoup d'équipes qui sont en support et qui permettent aussi de s'appuyer sur la core team pour déployer la stratégie, notamment en Espagne. Donc en Espagne, tu as 2 ressources marketing pour justement aller chercher des nouveaux clients espagnols. Tu fais pas le même marketing en Espagne que tu vas faire un marketing en Oui. France. Demain, on fera pas le même marketing en Italie. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et ensuite, tu as d'autres équipes qui font du marketing chez Skello. Tu as l'équipe brand, donc l'équipe qui va être en charge de penser à quoi ressemble Skello en termes de design, en termes de positionnement. Et ça, c'est hyper important. Donc, tu as des brand managers, tu as des brand designers, et on a un head of brand qui est aussi notre head of design. Donc ça marche hyper bien. C'est une sorte de studio créa, studio graphique qui est intégré chez Skello. Tu as aussi des product designers qui permettent de ne pas créer des silos et pas de se dire tu as l'équipe produit d'un côté, tu as l'équipe produit d'un côté et tu as l'équipe brand de l'autre. Là, ils sont tous rassemblés au même endroit. C'est hyper efficace. Ensuite, tu as une fonction qui est hyper forte chez nous qui s'appelle le product marketing. Donc, on a Lucie qui est notre directrice du product marketing. C'est une ancienne d'Alan, une ancienne de chez Conto. Donc, c'est elle vraiment qui a fait décoller le product marketing chez Skello. Et ça permet aussi, tu vois, de gommer les silos entre sales, Ouais. entre marketing, entre growth, entre acquisition, entre Product. le product et surtout la proposition de valeur. On vend plus une feature. Depuis longtemps, on vend plus de feature. On vend vraiment de la valeur ajoutée. On vend vraiment de la proposition de valeur. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à faire avec son équipe. OK, donc effectivement, équipe assez lean, sachant que là, tu as mentionné, 2 pays, donc très intéressant. Et si je reprends l'histoire de Skello, parce que toi, du coup, tu as été la première ressource marketing, si tu devais donner un peu les phases de construction d'équipe, c'est quoi les pôles qui se sont ajoutés les uns après les autres? Alors, j'avais commencé par la partie partenariat événementiel, parce qu'en fait, dès le jour 1, on a noué des partenariats, on a fait de l'événementiel. Événementiel, c'est des salons. Food Hotel Tech à Paris pour l'hospitality, le CIRA à Lyon, c'est le mondial de l'hôtellerie et de la restauration. D'autres salons par vertical, c'est hyper puissant. Quand tu es une toute petite boîte, tu deviens crédible, tu deviens réel, tu deviens concret, Ouais. surtout quand tu vends du SaaS, surtout quand tu vends du produit, des choses dématérialisées. Les prospects te voient, les clients te voient. Ouais. Ah, mais en fait, vous êtes hyper nombreux. C'est qu'au début, on fakeait. Au début, Scalo, quand on était. Avant même que j'y sois, quand ils étaient 5 ou 10, on venait avec tous nos potes et ils étaient tous là. Et en fait, c'était une énorme armée, alors que en fait, Scalo, c'était 3 personnes à l'époque, tu vois. Mais ça a toujours été hyper fort dans l'ADN et de faire en sorte que aller chercher des prospects et des clients dans le monde réel, ça a une valeur énorme. Tu arrives à capter des personnes que tu n'auras jamais au téléphone, que tu n'auras jamais sur les réseaux sociaux, que tu n'auras jamais par email. Et ça fonctionnait au jour 1 et ça fonctionne l'année 9, tu vois. Et ça, c'est incroyable. On a toujours un retour sur investissement qui est colossal sur les événements et sur les partenariats. Donc ça a été vraiment le premier FTE, le full-time employee que j'ai recruté dans l'équipe, c'était sur partenariat événementiel.
Ensuite, quasiment en même temps, à 3-6 mois d'intervalle, le contenu. Le contenu, c'est le nerf de la guerre. Là, on est en 2025, on parle de LLM, on parle de ChatGPT, on parle de Perplexity. Le contenu, ça a toujours été, et déjà il y a 6 ans, il y a 6 ans et demi, c'était déjà le nerf de la guerre. Si tu es bon en SEO, si tu as un bon brand content, tu sais ce que tu racontes, tu gagnes en fait des mois et des années dans l'exécution et dans l'acquisition. Donc très tôt du content, qui n'était pas purement SEO, qui n'était pas non plus purement brand. Et ça, je pense que des profils comme ça, il y en a peu sur le marché. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec la première recrue qu'on avait, qui s'appelle Clélia, qui est chez Alan maintenant, on avait réussi à avoir de la part un bon équilibre entre brand et performance. Et ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que, encore en 2025, c'est des sujets qui intéressent tout le monde et sur lesquels on se dit comment on va réussir à pas faire que du SEO ou faire que de la brand. Donc ça a hyper bien fonctionné et ça a vraiment permis de bâtir les bases solides de la stratégie de contenu de Skello, sur laquelle on s'appuie toujours des années après. Ensuite, premier growth. Donc là, ça a été incroyable. C'est là où on met en place Webflow, c'est là où on met en place des automations, où on met du Zapier, du N8N. Là, on est en 2019-2020. Donc tout ce qu'on connaît très bien aujourd'hui était quand même beaucoup moins développé. Oui, le 100%. no-code commençait à bien émerger, mais c'était encore les débuts. Ouais, c'était le début de la vague. Ouais. Avant qu'on ait ça, on avait un WordPress d'un côté, on avait du site codé en dur par les développeurs, tu avais du Unbounce pour les landing pages, bon, c'était vraiment dégueu. Donc Webflow, c'était quand même le jour et la nuit pour nous. Tu rends autonome des personnes qui sont pas... Des gens qui savent pas coder. Tu rends autonome des gens qui savent pas coder. Et ça, en fait, ce mouvement-là que j'avais initié dans l'équipe il y a 5 ans, aujourd'hui, c'est un indispensable. Quelqu'un qui sait pas, qui veut pas s'intéresser à ça, tu peux pas rentrer dans l'équipe growth, dans l'équipe marketing de Skello, c'est pas possible. D'ailleurs, dans de moins en moins d'équipes globalement, je pense. Je suis d'accord. Donc ça, cette fonction growth qui il y a 5 ans était un peu galvaudée, je suis growth hacker, etc. Aujourd'hui, c'est quand même le b.a.-ba et le strict minimum dans les scorecards quand on va recruter des membres de l'équipe marketing growth de Skello. Ouais. Ensuite, on a densifié les équipes. Donc en fait, c'était vraiment, au début, c'était, on va dire, une verticale de la partie growth détenue par une personne. Sauf que quand tu scales, quand tu dis on va se développer à l'international, on va adresser des nouveaux pays, on va densifier les équipes. Donc c'est là où... À ce moment-là, tu lèves une série B. Ouais, aussi. Ça aide à pouvoir envisager les choses de manière beaucoup plus ambitieuse. Quand on lève, c'est aussi pour justement aller chercher des talents complémentaires, des talents qu'on n'avait pas. Bien sûr. En revanche, là-dessus, je pense qu'on s'est gouré. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait venir des personnes vraiment hyper skillées, donc vraiment qui ont des compétences, mais vraiment hors normes et démesurées, mais beaucoup trop tôt dans l'histoire de Skello. Je suis allé chasser des mecs chez Airbnb, chez Amazon, on les a onboardés 3 mois après, mais 1 an après, ils n'étaient plus là. C'est-à-dire qu'en gros, on n'avait pas besoin d'eux à ce moment-là. Je les ai fait rentrer dans la boîte trop tôt. Mais c'est une erreur, mais derrière, on apprend de nos erreurs. Derrière, ils ont hyper bien rebondi, c'est pas un problème. Mais pour le coup, je pense que la folie... Bon, en ce moment, c'est beaucoup moins le délire. Hein. Mais à l'époque, quand tu te dis, on va constituer une Dream Team, et en fait, Dream Team, tu connectes 3 secondes, tu dis, ah, c'est des logos que tu connais, c'est une vraie erreur. Vaut mieux avoir des très bons profils juniors, intermédiaires, qui sont en train de step up, qui apprennent avec nous, qui sont à un moment dedans et qui font les choses, que d'aller chercher tout de suite un profil overkill beaucoup trop tôt. Ça, je pense qu'on a perdu 6 à 9 mois. Donc là, t'as fait venir des gens qui étaient peut-être trop capés pour l'étape à laquelle vous étiez chez Skello, mais densification d'équipe, ce que tu disais. Tu rentres, tu commences à te dire dans la partie growth, il nous faut quelqu'un qui pilote nos investissements publicitaires. Au début, c'était 10 000 € par mois. Là, aujourd'hui, on est sur des centaines de milliers d'euros. Donc évidemment que tu commences à spécialiser. En revanche, attention là-dessus aussi sur la surspécialisation. Ça sert à rien d'avoir un Meta Ads Manager, un TikTok Ads Manager. Enfin, faut y aller vraiment étape par étape. S'il y a quelque chose à retenir, mais ce qui fait vraiment écho à la façon qu'on a de penser en startup et dans ces environnements qui vont très vite, c'est vraiment tu apprends, tu itères, tu peux te gourer, mais tu apprends tout le temps. Et ça, pour le coup, faut pas se dire, on a une équipe, on passe de 0 à 10 ou de 0 à 100, tu vas te péter la gueule, c'est sûr. Passe de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 5, de 5 à 10. Là, c'est une structuration d'équipe et une évolution d'équipe qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus saine, je pense, à gérer. Est-ce que tu penses qu'il y a... Parce que bon, le timing de la série B, c'est le timing de la grosse folie des startups et des levées de fonds, etc. Est-ce que tu penses que tu t'es pris aussi dans quelque chose d'un peu grisant et qui a un peu d'ego dans l'affaire tu vois, typiquement sur le fait d'avoir des gens spécialisés, ultra spécialisés, où tu te dis, mais attends, mais vas-y, on a les moyens, on va mettre les meilleurs sur chacun des trucs, et en fait, vas-y, sky is the limit. Parce que moi, tu vois, de ce que je me dis d'un point de vue extérieur, c'est que c'est un peu ce que j'observe chez pas mal de nos clients, tu vois, c'est ce truc où, vas-y, en fait, on est parti, tout est possible, et en fait,
il y a un peu c'est un peu le manque de pragmatisme à ce moment-là. Tu penses qu'il y a eu de ça? L'état d'esprit, tout est possible, ça, on l'a toujours. Oui. Mais tout est possible en étant rentable. Tu vois l'idée? Non, mais évidemment, à cette époque, t'as l'impression que c'était il y a une éternité, mais c'était il y a 3 ans. Il y a pas longtemps. Ouais. Et en fait, cet état d'esprit-là, c'était exactement l'état d'esprit de l'époque. Je faisais des calls, 100%. je faisais de la chasse pour justement densifier l'équipe growth. T'avais des personnes qui avaient 3 mois d'expérience, qui te demandaient les yeux dans les yeux, je vaux entre 80 et 100 K. Et t'es là, mais le marché est totalement Débile. débile. Oui. Mais ça, parce que tu avais une hype du financement, tu te souviens, tu allais sur LinkedIn tous les jours. non, mais Alors, qui complètement. annonce sa levée? 20, 30, 50, 60, Oui. 100. Il y avait Non, une mais licorne toutes les semaines. C'était vraiment une époque dingue. Ouais. Et ça, le marché en a quand même souffert. Quand je dis le marché, c'est le marché du recrutement. Oui. Quand tu annonces un plan de recrutement de 200 personnes, mais quand tu es une boîte de 150, tu fais plus que doubler les effectifs. Mais t'imagines dans quelle mesure il faut se remettre en question, dans quelle mesure il faut réussir à onboarder. Nous, quand on a accueilli des promos, donc on fait accueillir, comment dire, on accueille les gens par promo, vraiment au pic du pic, les mecs arrivaient à 30 personnes. Et là, tu te dis, waouh, mais est-ce qu'on fait vraiment la bonne action à ce moment-là? Et puis 3 mois plus tard, on faisait des promos de 3 personnes. Oui, mais après, c'est aussi lié à voilà, je pense que faut aussi se remettre dans le contexte où, à ce moment-là, tu as aussi des investisseurs qui sont derrière, qui voient que c'est quelque chose qui se fait dans toutes les boîtes dans lesquelles ils investissent. Donc, il y a un peu un espèce de tout le marché va dans ce sens, tu vois? C'est pas là, tu présentes ce qui s'est passé chez Skello, mais ça s'est présenté chez beaucoup, d'autres entreprises. Et il y a quand même une grosse différence, c'est que là, aujourd'hui, absolument toutes les entreprises cherchent la rentabilité. Vous l'avez. Exactement. Il y en a, ils l'attendent encore. Exactement. Mais Donc, parce tu qu'on vois? a aussi eu très vite les bonnes discussions, on a testé des choses, on a pris certaines bonnes décisions. Et tu vois, le fait on n'a pas fait de campagne dans le métro, on n'a pas fait de campagne Oui. à la télé, et à un moment, on pouvait le faire. Tu vois. Ouais, clairement. Quand tu avais le Et ça aurait pu Casino, faire sens dans les ça faits. tu aurait vois. pu, sauf qu'aujourd'hui, tu parles à toutes les boîtes de notre type qui l'ont fait. Soit ils le regrettent, soit ils te disent on n'a jamais pu vraiment dire quel a été l'impact Oui, oui. sur la brand, sur la notoriété, sur l'acquisition, sur la rétention. Mmh. Et ça, tu vois, c'est un des éléments où je me dis je suis content de ne pas y être allé parce qu'à un moment, vraiment, on aurait pu vraiment le faire. Ouais. Ça veut pas dire qu'on le fera jamais, je pense qu'il faut le faire. Bien sûr, Tu vois, bien sûr, pour bien sûr. devenir le leader, pour devenir la solution de référence en Europe, évidemment qu'un jour, faut Ouais. aller au-delà de on est uniquement visible en Digital, online ouais. ou alors dans des événements professionnels. Salesforce, ils sont présents partout, dans l'inconscient, dans la rue, etc. Mais Ouais, je ça suis se d'accord. construit petit à petit. Et ça, on le fera vraiment le jour où, tu vois, on a envie de le faire et on le fait en bonne intelligence. Ouais, je suis d'accord. Mais surtout, il faut le mesurer. Là, tu vois, depuis 3 mois, pour la première fois, on a fait une étude de notoriété. Dans la restauration, un client sur 2 en France, enfin, c'est pas un client, pardon, c'est un professionnel de la restauration en France sur 2 connaît Skello. C'est énorme, hein, sur 2. Ouais, c'est énorme. Tu demandes à un artisan, 5%. C'est normal. Les restaurateurs, ça fait 9 ans qu'on bosse avec eux. Les professionnels du bâtiment, ça fait 1 an et demi. Et ça se construit. Mais maintenant, on a une position zéro. Tu vois, on a un référentiel Oui, dans le temps qui est de oui. dire en décembre 2024, T'as on ton sait point de base. exactement, on va le remesurer dans 1 an, on va le refaire de façon régulière. Et le jour où on fait une campagne offline, une campagne télé, une campagne ce que tu veux, là, on pourra dire, ah, on a Ouais. gagné 10 points de noto Ouais. sur les retailers et en revanche, on en a gagné que 2 sur la restauration. Ouais. Et là, ça devient concret, là, ça devient tangible. Complètement. Ok. Juste avant qu'on rentre dans des sujets un petit peu plus spécifiques, Ouais. un peu un sideline sur ton parcours d'un point de vue perso. Ouais. Je t'ai dit, moi, je trouve qu'il y a un truc assez intéressant qui est. Donc, toi, tu viens pas particulièrement du milieu, on va dire, business tel qu'on peut l'entendre dans les startups traditionnelles, à savoir école de commerce, etc. Et donc, tu arrives dans le milieu de la tech et dans le milieu startup, tu n'as pas particulièrement de réseau dans ce milieu. Et pourtant, voilà, tu te mets à être intégré dans un secteur où tu es dans une boîte avec les levées, les machins, voilà. Et du coup, je trouvais ça intéressant de discuter sur comment est-ce que toi, tu arrives à te créer ce réseau, comment est-ce que tu t'intègres dans cet écosystème, sachant que tu viens pas, voilà, t'as pas les clés quand tu arrives. Et en fait, je te disais en off, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que globalement, j'ai à peu près le même parcours que toi de ce point de vue-là, pas d'école de commerce et tout. Et c'est une question qu'on me pose souvent, et visiblement, c'est une question qu'on te pose souvent.
Et du coup, je me dis, c'est un sujet que j'ai encore jamais abordé dans le podcast et je pense que ça peut aider pas mal de personnes, tu vois, qui veulent. Comment on fait en fait pour se Exactement. développer son réseau? Et moi, j'avoue que quand j'ai commencé à rentrer dans le milieu professionnel, une des questions que je me posais, c'est oui, non, mais il faut faire du réseau, mais qu'est-ce que ça veut dire faire du réseau? Tu vois, enfin, tu sais, ça semble tellement être un truc. Comment t'as fait? C'est quoi tes conseils un peu pour les personnes qui veulent. Qui veulent se lancer. Ouais, qui veulent développer ce truc-là, tu vois? En 2025, c'est d'autant plus facile qu'il y a 10-15 ans. C'était déjà d'autant plus facile qu'il y a 20-30 ans. Moi, j'avais fait une école de pub, je voulais bosser en agence. C'était vraiment le truc qui me paraissait stylé à l'époque. Donc, école de pub, stage. Déjà, stage, tu déchantes, grave. Je me suis dit, oula, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ma carrière là-dedans? Donc, j'avais pas senti. Et ça, c'était 2010-2015, tu vois, début 2010. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans? Je suis pas sûr. Et en fait, déjà à l'époque, 2010-2015, tu avais Internet hyper bien développé. Tu pouvais, si tu es curieux, et je pense que ça, c'est la qualité principale, si tu es curieux et que tu t'intéresses aux choses, tu peux toi-même créer ton propre chemin sans avoir fait une école du top 5 ou du top 10. Comment je m'y suis pris? Tu te dis que la pub, tu as quand même des ponts avec le marketing. T'es pas non plus. Complètement. J'ai pas fait de la compta, tu vois. Donc je dis pas que si tu fais de la compta, tu peux pas bosser en startup. D'ailleurs, on a des comptables chez Scalo. En revanche, je pense que de se dire comment je peux essayer de rentrer dans un secteur que je connais moins, bah, tu te renseignes sur des écoles, sur des bootcamps, sur des formats. Bon, la belle époque de The Family, tu avais un truc qui était génial et qui s'appelait Lyon. C'était un programme de formation, de training de 8 semaines. Tu allais là-bas, tu rencontrais toute la Startup Nation de 2015-2017. Tu rencontrais vraiment tous les CEO, Ouais. toutes les équipes. C'est comme ça que je me suis fait mon réseau startup. Tu fais ça, on te parle du wagon. Ah, c'est quoi le wagon? Tu peux apprendre à coder en 9 semaines. Génial. Tu vas l'année d'après. Et en fait, tu vois, tu rebondis petit à petit. Et même si tu n'as pas fait on va dire les écoles qui t'ouvrent initialement les portes à ça, tu peux te le créer. Aujourd'hui, tu as des réseaux Slack, tu as des groupes, tu as énormément de choses où si tu tapes la porte, même rien que tu vas sur LinkedIn, t'écris, tu réponds, enfin les gens répondent. Hein, globalement, Ouais, je suis c'est d'accord. t'as quand même beaucoup moins de frontières que je pense avant Internet où si tu connaissais pas les bonnes personnes ou si tu savais pas à quelle porte taper, c'était quand même beaucoup plus dur. Donc moi, je pense que la qualité principale, c'est vraiment t'es curieux, t'as un peu de bagou, enfin bagou oui et non, mais en tout cas tu te dis que tu vas pas te faire bâcher et au pire tu te fais bâcher, bah c'est pas très grave. Le pire truc Ouais, qui peut grave. t'arriver, c'est on te laisse un vue sur LinkedIn, c'est pas très grave. C'est pas grave. Et en fait, les gens sont beaucoup plus ouverts et vont beaucoup plus prendre le temps de t'aider, de t'accompagner, de te donner des tips, de te connecter aussi. Et aujourd'hui, maintenant, je le fais. Tu vois, et quand j'ai des profils qui me disent mais comment je peux avoir un parcours en startup, comment je peux rentrer, bah je vais t'aider, je vais te connecter aux bonnes personnes, je vais te conseiller ci, je vais te conseiller ça. Et ça, c'est quand même beaucoup plus vrai, je pense, maintenant qu'avant. Et en fait, c'est vraiment ce message, tu sais, qui est un peu bullshit parfois, de dire tout est possible si tu tapes à la Mm. bonne porte, si tu fais les choses, mais pour le coup, oui, tu peux connecter beaucoup plus facilement que la plupart des gens s'imaginent. Ouais. Et puis, je pense que. Bon, super intéressant. Moi, j'ai plusieurs petits commentaires à faire à propos de ça. Déjà, le premier truc, c'est. Je reviens sur. Globalement, les gens, ils répondent. Et ça, largement. Je suis 100% d'accord et je pense que beaucoup de gens s'imaginent que il y a beaucoup de personnes qui se font solliciter non-stop alors que pas du tout. Tu vois? Non, mais vraiment. Moi, souvent, parce que j'ai une audience sur LinkedIn, typiquement, tu vois? Parce que j'ai une audience sur LinkedIn, les gens s'imaginent que je me fais qu'on m'écrit 50 messages par jour. Mais personne m'écrit en fait. Les gens, ils ont rien à me dire. Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est Non, un peu puis un espèce même si on d'imaginaire. t'écrit beaucoup, tu fais le tri. Et quelqu'un Eh qui te oui. dit je suis candidat, je suis ceci, je suis cela, Exactement. tu prends le temps. Et donc, ça. Et puis, en fait, tu m'écris, ça dépend aussi de ce que tu vas me dire. Je te donne un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui m'écrit pour me dire: Ah, j'ai vu ton post, sujet intéressant. Justement, c'est un sujet qui m'intéresse. On prend un café pour en parler? Mais non, en fait, je peux pas prendre des cafés parce que tu as trouvé ce sujet intéressant et que, enfin, tu vois. En revanche, voilà, comme tu disais, t'arrives. Moi, ça m'intéresse de bosser avec Bulldozer. J'aimerais bien qu'on prenne un moment. Je pense que je peux être un super profil. En fait, le message, il est strict to the point. Why not? Si je vois que tu corresponds un peu au truc et tout. En fait, si t'arrives avec une vraie intention, un vrai truc, que tu vas un peu straight to the point, mais les gens, en vrai, ils sont prêts à te prendre, tu vois. Et moi, le nombre de personnes, tu vois, qui m'ont écrit un mail en me disant Jordan, en fait, j'ai tel challenge en ce moment dans ma boîte. J'imagine que tu as traversé exactement ce challenge. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi les 3 trucs qui Hein peuvent m'aider? Hein Tu Et prends en le temps. fait, je vais te donner les 3 trucs qui. Ça va me prendre 3 minutes et j'aurai fait ma bonne action de la journée et je vais être hyper content. Bien sûr. Et je pense que il y a ce côté un peu on surintellectualise ou tu Totalement. vois. Mais dans la Et- vente, c'est pareil. Dans Totalement. plein de domaines, c'est la même chose. Tu sais, la question qui est géniale, c'est avec qui je dois connecter. Tu vois, selon toi,
là, on vient de se parler 1 heure, avec qui je dois faire un call la semaine prochaine. Ce truc, il est ouf. Ouais. Tu rajoutes une connexion toutes les semaines. Moi, je dis très souvent à mes équipes, et parfois on l'oublie, même moi le premier, appelez le monde extérieur. T'es growth manager, tu te prends la tête depuis 3 semaines sur un truc, j'y arrive pas, etc. Fais des calls avec les personnes qui font le même taf que toi, dans d'autres boîtes, dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Combien de fois ça nous a débloqué des situations Ouais. La personne, elle a l'impression... Enfin, pour elle, c'est une évidence. Ah, putain, mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Et ça, si tu le fais pour tout, globalement, tu peux l'appliquer à énormément de domaines. Hein. Ah ouais, et ce côté un peu candeur, Ouais. tu vois, je me gêne pas, Ouais. j'y vais, puis au Et à pire, je me nouveau, prends une au porte. pire, ouais, c'est ça. Et voilà, au pire, je me prends une porte, tu vois. De Enzo Colucci, là. Oui, Et exactement. au pire, quoi? Au pire, c'est pas grave. Au pire, Non, mais- t'as pas de réponse. Bon, C'est- bah, tu vas quand même dormir. Hein. Non, mais c'est vrai. Complètement. Et encore une fois, globalement, les gens sont sympas, tu sais. Bah, enfin, Alors, le mot bienveillance, je le déteste ce mot parce qu'il est totalement galvaudé, mais effectivement, si la personne, tu sens qu'elle a envie, que elle est curieuse, elle te pose les bonnes questions et que tu te dis que tu as moyen de la faire progresser ou même ne serait-ce que de l'aider, bah, ça coûte quoi? Ça coûte 5 minutes de répondre à la personne et tu as fait une bonne action. Ah ouais. Non, mais complètement. Après, il y a quand même un truc, c'est The Family. Ouais. Bon, moi, j'ai pas eu la chance de côtoyer The Family. Bon, j'ai découvert le milieu startup grâce à The Family, mais depuis mes montagnes. J'ai pas eu l'occasion, tu vois, d'aller dans leur bureau, etc. Mais je pense que le côté aller en physique, rencontrer Incroyable. les gens et tout, C'est génial. Mais je pense que ça aide là, beaucoup. pareil, on est en 2025, tu as 12 000 scandales qui ont éclaté depuis sur les comptes, les financements en interne. Oui. Mais la vraie force de The Family, c'est d'avoir rendu l'écosystème startup français existant, fier d'une certaine manière. Ouais, Et grave. c'est ça qui a permis, tu vois, derrière de faire les boîtes dans lesquelles on est aujourd'hui. C'est sûr et certain. Ouais. Et ça, t'as raison. Le fait que ça soit en physique et que ça soit pas en visio, c'était dingue. En plus, à l'époque, ils avaient des buildings de malades. Tu te rendais là-bas, tu vrillais. Tu te disais, mais putain, mais c'est incroyable. Ouais. Et ça, ils sont très très forts là-dedans. Ils étaient très forts à l'époque. C'est dommage hein, que ce soit. Ouais, mais pas- regarde, tu vas avoir d'autres types Bien sûr, bien d'accompagnement sûr. qui vont se monter. T'en as eu d'autres déjà. Je suis pas inquiet sur ça. Et les réseaux qui existaient il y a 10 ans sont en train d'évoluer et vont émerger dans les mois et les années à venir. C'est évident. Mm. Et anecdote pour les personnes qui écoutent, parce qu'une fois on en avait discuté, mais Skello, je t'avais dit, la première fois que j'ai entendu parler de Skello, c'était une vidéo de The Family de Kitri qui est CEO. Et tu m'avais dit, putain, mais moi aussi. Eh oui, mais tu sais que ça a été un moyen de recruter l'année 2017, donc l'année 1 ou 2 de Skello, qui était énorme. Cette vidéo, elle a fait 500 000, 600 000, 700 000 vues. T'imagines à l'époque? Ouais. Ah non, Et- faut pas négliger ces aspects-là aussi. Voilà, c'était Voilà, la pour ça que première je fois que voulais j'ai en entendu parler. parler de Skello, c'était cette vidéo aussi. Voilà. Ouais. Et donc, c'était ça mon point. C'était pas juste l'anecdote de dire, ah, on a connu Exactement. Skello de la même manière, mais c'était juste pour dire, c'est une vidéo, Ouais, ça a l'air de rien, mais tu poses ta vision, clairement. tu as une vraie conviction, tu l'articules de la bonne manière. Bah, en fait, ça a un vrai effet sur le recrutement, ça a probablement attiré des clients, etc. C'est une vidéo en 2017. Tu vois, Oui, là, en 2025, tout est vidéo, etc. En C'était sur 2017, Facebook. c'était les débuts. C'était de la vidéo, format vertical, sur Facebook, à Ouais. l'ancienne. Sur Facebook à l'ancienne. Ouais, complètement. Tu ressors la même vidéo aujourd'hui, ça cartonne de la même façon. Je pense, hein. Vraiment, je pense. Bon, bref, ça c'était Yes. la petite side note. Si je reviens du coup sur Skello, donc tu disais, vous avez commencé par la partie événementielle, ensuite vous avez ajouté notamment la brique inbound. Aujourd'hui, l'inbound, c'est une grosse partie de la génération de leads que vous avez. Vous avez une cible qui n'est pas particulièrement digitale. Et donc, comment est-ce qu'on fait de l'inbound auprès de cette cible? C'est quoi un peu les gens qui veulent s'attaquer à des secteurs un peu similaires? C'est quoi les best practices? Et tu vois, on est du SaaS B2B, donc dans l'étiquette, on coche toutes les cases, tu fais ta prospection sur LinkedIn, mais pas du tout. Un restaurateur, à part les néo-restaurateurs, mais le restaurateur en France n'est pas sur LinkedIn. Le pharmacien, très peu. Le retailer, un tout petit peu plus. L'entreprise du bâtiment, elle n'est pas non plus sur LinkedIn. Donc effectivement, ça se construit step by step. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Ça sert à rien d'aller chercher, d'aller faire ton sourcing sur LinkedIn pour ces cibles-là. Elles n'y sont pas ou elles y sont très peu. Donc comment tu fais? Tu vas aller chercher ailleurs. Donc pour faire de l'inbound SMB, donc small et medium business,
tu te creuses la tête et surtout tu passes du temps avec elles. Faut pas oublier que le meilleur moyen de connaître ses cibles, c'est de s'asseoir avec elles, d'aller dans leur resto. Alors là, t'es pas assis, tu es debout. C'est tu vas dans la pharmacie en back-office, là tu comprends. T'as même pas un endroit où poser l'ordi. Ah, on va peut-être faire une interface beaucoup plus mobile friendly. Ah, on va peut-être faire une interface pour la tablette. Tu les observes, tu leur poses des questions. Tu te dis, en fait, comment tu vas réussir à les toucher. Quand elles font une recherche, alors vraiment old school, sur Google, il faut être présent. Donc, tu fais du paid marketing, tu fais du SEO historique, traditionnel. Mais maintenant, évidemment, que tu réfléchis à comment on fait pour que sur les LLM, sur Perplexity, sur Claude, sur ChatGPT, quand tu vas requêter, tu vas dire, je suis un restaurateur, je veux mieux gérer mes équipes, Skello soit proposé par ces modèles-là. Ça, aujourd'hui, tu as 200, 300, 500, 1000 visites qui viennent des LLM sur Skello. Il y a 6 mois, en octobre-novembre 2024, c'était même pas 50 personnes. Donc là, tu sens vraiment que la courbe, elle est exponentielle. Mais il y a 5 ans, quand on lançait, enfin, il y a 5, 6, 7 ans, quand on lançait, ça n'existait pas. Donc il y a 5, 6, 7 ans, on commence à faire du paid marketing, mais on met 500, 1000 balles, 2000 balles, et maintenant, on met 200 000 euros par mois. Donc tu y vas progressivement. Tu fais une stratégie de contenu qui est béton, mais une stratégie de contenu qui répond à leurs attentes. Tes restaurateurs, qu'est-ce que tu as envie de lire? Tes hôteliers, qu'est-ce que tu as envie de lire? Donc ça, vraiment, tu le construis petit à petit. Et ce qu'on a fait au début, c'est que tu cales une stratégie inbound avec de la notoriété, avec des actions concrètes sur la marque, sur le positionnement et sur une stratégie d'activation offline. Tu vas les chercher dans le monde réel. Tu vas les chercher dans des salons. Au tout début, Skello faisait du porte-à-porte. On allait rue des Martyrs et on allait closer un par un, on allait voir tous les restaurateurs du coin. Faut pas oublier les fondamentaux. Je pense que le pire, et surtout cette année, depuis 1 an, depuis 2 ans, t'as l'IA, t'as la hype de l'IA, on va en reparler juste après. Mais attention, je pense que on vend à des humains, on vend à des équipes. Nous, vraiment, Skello, c'est pour les équipes de terrain. Tu vas pas te dire, je fais une stratégie full digital, on est tous en remote à l'autre bout du monde. Il y a des boîtes qui le font très bien. Quand t'es Lemlist, chez qui on est hébergé aujourd'hui, aucun problème à faire ça en remote. Le problème aujourd'hui, c'est que quand tu es une solution qui vend une expérience, en tout cas de l'amélioration de l'expérience sur ton point de vente physique, il faut être avec eux, il faut aller les voir tous les jours. C'est comme ça que tu construis petit à petit ta stratégie. Ouais, OK. Tu disais les éléments de notoriété. C'est typiquement les events? Oui, mais pas que. On a investi très tôt dans la marque. Très tôt, on s'est dit quelle va être la mission, la vision, le D'accord. positionnement. OK. Un gros taf sur tu vois, comment on est perçu du grand public. Et ça, on l'a fait hyper tôt dans l'histoire. Il y a énormément de personnes à l'époque qui nous disaient mais pourquoi vous investissez autant en brand? Pourquoi vous faites un rebranding maintenant? Pourquoi on n'investit pas ailleurs? Mais derrière, ça nous a permis de beaucoup mieux maîtriser déjà comment nous, on se décrit en interne, Oui. comment un commercial va pitcher ce qu'est le au téléphone, comment le marketing va en parler. Et ça fait ça fait un fil conducteur et une colonne vertébrale beaucoup plus clair pour tout le monde. Ouais, donc quand tu dis que vous avez investi dans la brand, c'est pas exclusivement dans la partie distribution, on va dire, mais c'est même poser les Les fondamentaux de la marque exactement. et le positionnement, quels sont les messages clés, comment est-ce que nous, on s'identifie au travers de la marque, comment nos clients vont pouvoir nous identifier, etc. etc. Mais fais l'exercice dans n'importe quelle boîte de 20 à 30 salariés. Pitch-moi ta boîte en une phrase. C'est quoi notre mission? C'est quoi notre vision? C'est quoi notre ambition? Et c'est quoi notre marché? Tu as 30 réponses différentes. Et ça veut dire que déjà, en interne, tu as un désalignement, tu as quelque chose qui n'est pas clair. Ça, le jour où tu le clarifies, mais tu gagnes 1 an, 2 ans, 3 ans. Et tu n'as pas besoin d'investissement de centaines de milliers d'euros là-dessus. C'est 2-3 workshops avec les bonnes personnes, avec le marché, avec des partenaires. Et ça, tu peux le lancer en moins d'un quarter, tu peux faire ton rebranding. 100% d'accord. Hmm. 100%. Il y a un truc que je fais souvent sur les boîtes qui sont un peu early et qui sont un peu en train de se chercher. Souvent, tu sais, je trouve qu'il y a une erreur qui est assez commune, c'est de trouver une proposition de valeur, mais tu sais, tu te dis, ouais, je veux faire une proposition de valeur un peu inspirante, comme ça ça va me permettre de paraître plus gros que ce que je suis. Mais en fait, du coup, ton message, personne ne le comprend. Et du coup, souvent, je fais un test avec les clients un peu early qui veulent des trucs un peu inspirants et tout. Je leur dis, mais regarde, ta proposition de valeur, tu l'écris sur une feuille blanche, tu vas voir quelqu'un, tu lui montres et tu lui dis, à ton avis, je vends quoi? Et tu vas voir que ta phrase, mais personne comprend en fait ce que tu es en train de vendre, tu vois. Et en fait, ça te ramène aussi à une espèce d'humilité de, non mais en fait, tu sais quoi, je vais te dire ce que je vends, je vais le dire de manière claire, je vais faire comprendre à qui je m'adresse. Et rien que de faire ce travail-là qui peut paraître très très bête, c'est très bête et méchant, machin, il y a peu de boîtes qui le font. Et c'est un des gros sujets de désalignement interne. C'est juste de pas faire cet exo-là, tu vois. Donc, Totalement. je suis complètement d'accord Et sur ça, le fait tu que c'est gagnes. hyper important. Tu gagnes un temps monstre. Complètement. Mm. Ouais, complètement d'accord. On a parlé de l'inbound, maintenant l'outbound. Alors,
Bah, il y a plein de secret sauce que je ne peux pas dévoiler. Hein. Évidemment, sûr, bien la sûr. recette du Coca, tu l'auras pas aujourd'hui. En revanche, la outbound, ce qui est sûr, c'est que on continue et on continuera à investir en outbound fortement. Donc déjà sur les ressources. Donc tu as énormément de personnes chez Skello qui vendent, donc qui sont des sales development représentatifs, des personnes qui vont pousser Skello à nos futurs clients par téléphone et par email. Donc on a des dizaines de ressources qui font ça tous les jours. Et en amont, les équipes growth sont là justement pour détecter les meilleurs signaux. Sauf que comme tu le disais tout à l'heure, quand tu as un prospect qui a peu de signaux visibles sur Internet, il faut quand même se dire comment on va réussir à trouver ces signaux-là. Donc vraiment le cœur de l'outbound chez Skello, c'est de dire on arrive à récupérer les meilleures sources de données qui vont permettre à nos commerciaux derrière de faire les meilleures ventes possibles et pas se perdre sur des personnes qui n'ont pas besoin de Skello. Un auto-entrepreneur, aujourd'hui, il ne peut pas utiliser Skello, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, quelqu'un qui a plusieurs salariés, qui gère de la rotation, qui a des points de vente différents dans lesquels les salariés vont et viennent, ça c'est hyper intéressant pour nous. Donc la constitution de listing et rendre intelligent ces listings, plus le temps avance et plus tu vas détecter des signaux, c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui. Et ça, on a quand même la chance, surtout en France, avec les bases de données en accès libre, les bases de données sirènes, Oui. etc. Tu as des couches d'enrichissement successives. Maintenant, tu as des outils, Full and Rich, Clé, ça c'est incroyable. Mais nous, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, on l'avait codé en interne ce truc. Aujourd'hui, Oui, c'est vrai. on va arrêter d'investir dedans. Hein. C'est vrai, vous aviez fait T'as ça. Clé, t'as Full and Rich, mais il y a 5 ans, moi j'en rêvais de ces trucs-là. Bah, oui. Maintenant, la technologie fait que ça existe. Mais finalement, ça existe, donc nous, on l'a. Mais tous les compétiteurs l'ont. Bah, bien sûr. Donc tu vois, comment tu arrives à garder cette longueur d'avance? Et c'est là où l'IA est intéressante, c'est là où quand tu as des vrais cas d'usage sur de la productivité, quand tu fais gagner 5 minutes par sales, par call, au bout d'une journée déjà, c'est plusieurs heures. Au bout d'un mois, c'est des dizaines, voire des centaines d'heures. Et sur un an, tu le valorises en centaines de milliers d'euros. Ça, c'est ce qu'on fait. L'IA, nous, aujourd'hui, on l'utilise vraiment de façon très concrète. C'est de dire, tu passes des heures sur Salesforce, au bureau, etc. Comment on rend ton quotidien plus fluide? Ce que détestent les sales, c'est l'admin. Comment je rentre, comment je tiens à jour mon CRM? Bon, bah, depuis plus d'un an, depuis 2 ans maintenant, on a déployé une solution, plusieurs d'ailleurs, qui permettent de remplir automatiquement le CRM, de renseigner les bons champs automatiquement. Et ça, tu as une sérénité d'esprit. Quand tu fais 5, 10, 20, 50, 100 calls par jour, je peux te dire que tu débites beaucoup plus. Et tu es serein quand tu retombes sur ton lead. Ah, nickel, ok, il avait 7 employés. Ah, il ouvre un nouveau resto demain. Ok. Ça, c'est possible aujourd'hui avec la technologie. C'est pas bullshit, ça, on l'a en interne. Le truc que tout le monde a maintenant, le compte-rendu de réunion, combien de temps ça fait gagner à des équipes en lien avec des clients? Nos équipes account stratégistes qui passent plusieurs dizaines de minutes avec nos clients pour s'assurer que la solution elle est bien utilisée, pour faire en sorte qu'on détecte des opportunités d'upsell. À la fin, ça te génère ton compte-rendu, enfin ton compte-rendu évidemment structuré, mais surtout ton mail de follow-up pour ton client. Ça, c'est une valeur énorme. Ouais. Mais c'est concret. C'est peut-être pas révolutionnaire au point de se dire on a des AI, agents, SDR qui font des rendez-vous pour nous, mais c'est concret. D'ailleurs, sur ce sujet-là, là, aujourd'hui, le jour où on tourne, c'est le jour où tu as le scandale de 11X, la boîte US. Je sais même pas si c'est une boîte US. La boîte UK qui est devenue une boîte US, qui finalement. SDR, ouais. AI SDR, donc on dématérialise et on met tout tes SDR dans l'IA et dans le cloud, bah finalement, en fait, c'est un scam. Enfin, aujourd'hui, c'est un scam. Les clients annoncés sont pas vrais. L'ARR annoncé est faux. C'est-à-dire qu'ils prennent dans leur montant d'ARR des clients qui ont churné au bout de 15 jours après le free trial. Ah non, là, on en est là, tu vois. Sur l'IA, c'est une bulle au même titre que c'est un vrai avancement technologique Oui. majeur. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tu as encore, je pense, dans l'inconscient et peut-être dans le conscient de plus en plus collectif, est-ce qu'on va pas assimiler tout ça, tu vois, sur c'est une énième hype? Et tant qu'il n'y a pas des Oui, cas d'usage oui, hyper oui. concrets, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, je suis très. Je veux prouver par des chiffres, je veux prouver par vraiment des choses concrètes que ça a un impact. Et c'est pour ça que sur le business, sur l'interne, depuis plus d'un an, depuis 2 ans maintenant, on le prouve. Maintenant, le next move, c'est comment on intègre de l'IA dans Skello, le produit Skello, qu'on vend à nos clients. Tu parles à des restaurateurs. La semaine dernière, j'étais au Food Hotel Tech, donc un salon qui, comme son nom l'indique, propose des solutions digitales pour les hôtels et les restaurants. Donc, a priori, on était au bon endroit. Tu parles à des restaurateurs, ils te disent, mais moi, je m'en fous de l'IA. Moi, je vends des expériences de groupe. En fait, quand tu vas au resto, c'est pour être avec ta copine, c'est pour être avec tes potes, c'est pour être avec tes proches.
Moi, je veux pas qu'il y ait un robot qui vienne débarrasser ma table avec un plateau robotisé. Comment tu vas leur vendre de l'IA? Tu vas pas arriver avec tes gros sabots en disant on fait de l'IA pour faire de l'IA, pas du tout. Donc ça, c'est les questions qu'on se pose en ce moment pour justement se dire comment on intègre ça, parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a ne serait-ce que 2 ans. Comment on l'intègre pour que nos clients puissent en bénéficier, mais que pour eux, ça soit au lieu de gagner 35 heures par mois grâce à Scaelo, demain je vais en gagner 40 ou je vais en gagner 45. C'est comme ça qu'on va le pousser. Mais ça va pas être de dire par l'IA, Oui. révolutionne le pilotage de ton restaurant. Ça, je pense que c'est une erreur. Je suis 100% d'accord. En fait, tu vois, ça me fait penser. Bon, là, on a la hype de l'IA. Précédemment, on avait eu un peu la hype de la blockchain. Et tu vois, la blockchain, les gens comprennent pas ce que c'est, en fait. Tu vois, genre, concrètement, ça veut dire quoi la blockchain? Et pourtant, parce qu'il y avait une hype, investissement, etc., tout le monde parlait de la blockchain de partout. Mais en fait, du coup, moi, je débarquais sur un site et ça me parlait de blockchain. Je me disais, oui, mais du coup, je comprends pas ce que tu fais, en fait. Après, l'IA, à l'inverse, t'as ChatGPT quand même qui est rentré très vite dans les usages grand public. Et là, moi, quand je parle de l'IA à mes parents, ils me regardent moins avec des gros yeux que quand je leur parle de la Startup Nation, tu vois. 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. Mais du coup, le truc, c'est que ChatGPT, tu as des use cases qui sont très concrets. La valeur, tu la comprends tout de suite. Mais tu vois, c'est comme si c'était ça, un exemple, une fois où j'étais tombé sur cet exemple et je m'étais dit, ouais, le mec, il a raison. C'est quand on t'a vendu Internet, on t'a pas vendu le protocole TCP/IP. Totalement. Tu vois, Totalement. alors que c'était ça la tech qu'il y avait derrière. Mais on n'était pas en train de te dire sur un protocole TCP/IP. En fait, on s'en fout. On connecte les humains, on te permet de scaler machin, nanana. Et en fait, c'est quel est le bénéfice de tout ça? Et tu vois, sur l'IA, je pense que d'être en mesure de dire on crée du contenu de manière automatique, j'ai pas utilisé le terme IA, on s'en fout de la techno qu'il y a derrière en fait. C'est est-ce que le résultat il est satisfaisant? Et donc, je pense qu'il y a aussi dans beaucoup de startups et tout, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui se font avoir par un truc, c'est elles confondent ce qu'il faut vendre aux investisseurs et ce qu'il faut vendre auprès des clients. Et t'as le FOMO, le fameux En plus. j'ai la peur de rater la solution qu'utilise mon concurrent, qu'utilise le marché. C'est exactement ce qui se passe. Mais tu vois, pour moi, là, typiquement dans les restaurateurs, vous pourriez très bien dire via l'IA, machin, nan, nan. C'est plutôt un discours qui est à tenir auprès d'investisseurs parce que les investisseurs s'intéressent à ce truc-là. Mais en soi, comme tu disais, ton client, en fait, restaurateur, enfin, moi, qu'il y ait une IA ou pas derrière, je m'en fous. C'est est-ce que tu vas me faire gagner du temps? Et puis basta, en fait. tu On vois. est limite sur une partie de la cible qui est réfractaire. Ouais. Là, c'est même pas je m'en Ouais. fous, c'est vraiment je ne veux pas d'IA Ouais. dans les outils que j'utilise. C'est pour ça qu'il va falloir être intelligent dans la façon dont on va le faire et ne pas, tu vois, ne pas mal se positionner, faire une erreur de justement trop mettre de la tech pour de la tech, c'est vraiment pas la finalité. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça permet des cas d'usage et ça permet de créer de la valeur qu'on ne pouvait pas créer il y a 5 ans. Et c'est ça la grosse différence de l'IA aujourd'hui. Et demain, si on arrive vraiment à le faire, et nous, on a une vraie conviction là-dessus, c'est que ça va permettre, tu vois, quand tu parles de planning, déjà en 2016, quand Kitry et Emmanuel ont lancé Scaelo, c'était le planning intelligent. Bon, bah là, on fait un vrai planning intelligent avec de l'IA. Oui. Là, quand tu arrives sur Scaelo déjà aujourd'hui, au lieu de te faire chier à retaper tous tes salariés, à tout écrire, ton premier planning, tu prends en photo, voilà, je suis en train de créer tes employés, Ouais. tu valides, ok, leur premier planning, c'est ça c'est possible aujourd'hui. Il y a 3 ans, c'était un rêve, c'était un hackathon Scaelo qu'on faisait, tu vois. Donc c'est ça que ça permet de faire. Mais à nouveau, comme tout ce qu'on fait, on y va step by step et on va pas en mode Scaelo IA à fond. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que la proposition de valeur n'a absolument pas changé. Par contre, la puissance derrière et ce que ça veut dire le planning intelligent, c'est plus la même chose. Exactement. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est tu pouvais déjà utiliser le terme le planning intelligent, mais là aujourd'hui, c'est encore une autre dimension. Et grâce à l'IA, mais en fait, ça pourrait être autre chose, c'est très bien, tu vois. Très intéressant. Tu mentionnais du coup le fait que bon, vous avez implémenté de l'IA. Tu as des tools à conseiller à des gens qui devraient regarder? Enfin, c'est quoi un peu votre stack? Ça ressemble à quoi? Peut-être que tu peux pas en parler, hein. Bah, Tu disais la ouais, recette, c'est un la peu recette du relou. coca. On est en pleine négo avec Mojo. Stack de tout. Non, on peut dire des outils qui permettent de. Ouais. C'est hyper concret à chaque fois. Tu as toujours des. Enfin, comment te poser la question? En gros, c'est. Si t'as pas envie d'en parler, on n'en parle pas, hein. Non, parce qu'on est en pleine renégo, ils vont me faire chier après. Non, mais en on en gros, parle pas. Non, mais On en parle pas. si, mais t'as des outils de prise donc prise de notes, remplissage de CRM, t'as des Praise, t'as des Mojo, t'as des Clap qui sont très bien. Mhm. Sur la haute bande, t'as Clé, t'as Full Enrich, t'as Lemlist qui sont des outils top. Pour le coup, ça Ouais. c'est vraiment génial.
Et puis tout à l'heure, tu mentionnais aussi que sur la partie, vous avez été un peu précurseur aussi sur les outils no code, etc. Mais même Oui. maintenant, un N8N, Ouais, etc. En fait, N8N, Make, Zapier, mais bon, là, tout le monde. Enfin, en tout cas, je pense oui, dans mais les. maintenant, tu peux plugger de l'IA dedans. Exactement. Non, mais tout à fait. C'est ça qui change la donne. C'est tu peux créer des cas d'usage et des workflows que tu pouvais pas créer avant. Donc, ça, évidemment. Mais ça, c'est cœur. Ça doit être central Oui. dans tous tes workflows et dans tous tes projets. Tu as totalement raison. Un Oui, mais je pense pas que ce soit le cas chez Non, beaucoup non, de mais monde. t'as raison. C'est là où on se gourre, tu vois. Un projet qui part défaut où tu te dis, ouais, mais ça va être trop compliqué d'implémenter de l'IA. En fait, avec ces outils-là, tu peux le faire. Ouais. Mais c'est un très bon exemple. Tu sais quoi? Les coordonnées sont les plus mal chaussées. Là, on a une task force ou un copil IA, peu importe le nom, dans lequel on s'est dit, on va refaire le sondage qu'on avait fait début 2024, où les équipes en interne nous disent où est-ce que je perds du temps, où est-ce que je suis pas efficace, où est-ce que je me défocus. Donc il y a un an, le gros focus c'était sur les équipes sales, les équipes clients au sens large, sur lesquelles on a vraiment fait gagner des dizaines de minutes en cumulé par jour. Là, on refait le sondage cette année. Côté RH, côté finance, côté onboarding, mais mon Dieu, le temps perdu. On accueille une nouvelle personne, copier-coller, tu dois envoyer le truc à la mutuelle, tu dois envoyer le truc à Alan, tu dois envoyer le truc pour les tickets resto. Bref, la personne, les 2-3 personnes en charge chez nous de gérer ça ont un quotidien horrible. Encore là, en février 2025, on a créé des workflows pour connecter l'outil d'onboarding pour envoyer automatiquement ton contrat, envoyer tout ça. On leur fait gagner 2 heures par semaine par candidat, tu vois. T'es là, mais c'est incroyable. Ça, c'est aujourd'hui, tu vois. Et en plus, au-delà du temps gagné, c'est du temps vraiment que tu passes à faire des trucs que t'aimes pas faire. Et là, d'un coup, putain, ça y est, c'est automatisé. Je me remets à kiffer mon boulot parce qu'en fait, j'ai pas à passer du temps là-dessus. Non, ça, j'avoue que c'est quand même royal. Tu la loues sur ton corps métier, Ah quoi. oui. Bah ouais. Mais Ouais, ça, c'est complètement. vrai dans toutes les équipes. Mais même nous, tu vois. Je pense que on se dit, on est équipe growth, on fait du product led, on fait ceci, cela. Mais en fait, quand tu creuses, je pense qu'on n'est pas efficient tout le temps. Ça va. Ouais, tu connais un peu la machine interne. Je connais un peu la Ouais, machine. ouais. En vrai, ça va. En vrai, Oui, ça mais va. on peut toujours Mais il y a se moyen d'aller dire. plus loin. Il y a Tu moyen vois, d'aller plus là, loin. il y a encore des spendings de certaines régies qu'on remonte pas automatiquement ou Oui, qu'on bon, ça, remonte une d'accord. fois par semaine. Ouais, mais quand tu dois faire des vrais arbitrages en Je suis fin de d'accord. quarter, Je suis d'accord. c'est painful. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok. Pour rester un peu sur le sujet outbound, comme on l'a dit, moi j'ai eu l'occasion de voir un peu ce qui se passe sous le capot de Skello. Un truc qui m'a particulièrement impressionné, et je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est l'alignement sales market. Alors c'est un sujet qu'on aborde très souvent au sein de Conquête sur comment est-ce qu'on crée de l'alignement sales market, et puis tout le monde a un peu ses astuces et tout machin, mais moi, pour avoir regardé sous le capot de pas mal de boîtes, je sais que bien souvent, ah ouais, voilà un peu nos astuces, et puis en fait c'est la guerre. Bon, vous, il s'avère que c'est pas la guerre. Ouais, c'est pas tout le temps la guerre. Non, mais bon, moi je peux t'en parler Ouais. en te disant, franchement, moi, c'est un truc qui m'a assez impressionné. Et c'est un des premiers trucs que je t'ai dit, de toute façon. C'est, putain, mais waouh, la relation que vous avez avec vos sales, c'est vraiment. C'est beau, quoi. Et donc, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ça? Parce que, effectivement, de ce que j'ai compris, ça n'a pas toujours été le cas. Non. Mais du coup, voilà. Comment est-ce que vous êtes arrivé à créer ce truc-là, quoi? Tout à l'heure, on parlait d'équipe, on parlait d'humain. Là, pour le coup, si tu veux que ça marche, c'est une histoire d'équipe. C'est une histoire de personne. Si la personne en face de toi, c'est-à-dire que moi, je suis VP marketing, mon équivalent dans l'équipe sales, c'est le VP sales. Si le ou la VP sales ne croit pas dans ce qu'on fait, ne t'estime pas, et pire, ne comprend pas ce que tu fais, ou n'a pas le même vocabulaire, n'a pas le même langage, n'a pas le même référentiel, ça sert à rien. T'auras beau mettre en place tous les dashboards que tu veux, t'auras beau mettre tous les Oui. reportings que tu veux, toutes les rythmiques d'échange que tu veux. Si les deux personnes n'y croient pas, n'arrivent pas à se Synchroniser, ouais. synchroniser, ça ne marchera pas. Nous, la force qu'on a, c'est qu'on a un directeur commercial qui voit à quoi sert le marketing. Donc, qui nous challenge beaucoup. Parce que si tu crois et si tu sais à quoi ça sert, c'est que tu as pris le temps de comprendre. C'est un professionnel qui a 15 ans d'expérience. Il a vu des structures énormes comme des beaucoup plus petites structures. Mais il voit à chaque fois l'apport du marketing, l'apport des équipes growth. Et ça, en fait, quand tu arrives à te mettre au même niveau et à te dire, en fait, sans marketing, les sales closeront moins. Sans sales, le marketing ne closera pas. Les leads qu'on va générer, Oui. à moins d'avoir un produit full PLG, donc full Oui. product-led growth, ton produit ne va pas se vendre. Donc en fait, tant que tu ne comprendras pas que les deux équipes sont au même niveau et l'une a autant besoin de l'autre, ça ne marchera pas. Le jour où tu as compris ça, ça décante tout. Donc évidemment, ça passe par du vocabulaire commun. Évidemment, ça passe par des synchros, j'allais te dire weekly, mais finalement, c'est même pas hebdomadaire, c'est tous les jours. Passe au moins
une demi-heure, voir tes sales. Pose-toi au moins une fois par semaine à côté d'un BDR qui fait 100 calls par jour. Pose-toi à côté d'un account exécutif. Pourquoi tu me dis que ce lead il est pourri? Ah, ok, effectivement. Tu veux que j'appelle avec toi? On en appelle 10. Ah putain, il y en a eu 3 qui sont pourris là, effectivement. Combien de fois on a réussi à résoudre des problématiques de qualité de lead, d'alignement et même sur les objectifs, de se dire mais vous nous dites que les leads sont pourris. Bah, vous savez quoi? On fait une après-midi avec vous. Toute l'équipe growth, vous mettez votre casque sur la tête et on passe des calls. On se met au milieu de l'open space. C'est dur, hein? T'as des personnes de l'équipe growth qui détestent passer des calls. On se met en difficulté à la fin de la journée. Bon, on a dû prendre 3 rendez-vous à 7 ou 8. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu crées le déclic. Ah putain, mais ils ont raison. Dans le listing que je leur ai envoyé, sur 100 leads, j'en ai eu 35 qui n'étaient pas quali. Et après, derrière, tu crées beaucoup plus. Quand ils remontent pour justement faire du scrapping et pour aller faire de l'enrichissement, la personne a en tête ce truc. Et ça, quand tu vis le quotidien de l'autre équipe, ça passe beaucoup mieux. Mais ça marche que si déjà, j'allais dire à la tête, mais finalement, si toutes les équipes sont embarquées et que individuellement, tu te dis, cette équipe, j'ai besoin d'elle pour faire mon objectif et qu'on va réussir ensemble. On va réussir ensemble et on va fail ensemble. Et le jour où on fail, on se pose concrètement, ok, on analyse. Est-ce que c'est le haut du funnel? Est-ce que c'est le haut de l'entonnoir où on a merdé? Est-ce qu'on a trop élargi? On est allé chercher trop de leads qui correspondent pas à notre ICP, à notre idéal customer profile. Et finalement, si tu reçois le fameux lead dont je te parlais tout à l'heure de l'auto-entrepreneur, t'as beau être le meilleur sales de la Terre, ça sert à rien de lui vendre Scalo. Donc on va pas vendre Scalo. Donc on défocus les équipes. Est-ce qu'on appelle les leads en moins d'une heure? Est-ce qu'on appelle les leads en moins de 10 minutes? Là, tu sais quelle métrique on vise cette année? Vas-y. Tu rappelles en moins de 5 minutes. Et pourquoi on a mis ça? Parce qu'en fait, si tu rappelles en moins de 5 minutes, tu fais x3 sur la conversion versus tu rappelles après 1 heure. Le référentiel qu'on avait, c'était faut rappeler en moins d'une heure. Mais ça, c'est l'ancien monde. Tu rappelles en moins de 5 minutes, tu fais x3, parfois même x4 sur ta conversion en client. Je te parle pas de conversion en rendez-vous, je te parle en client. C'est colossal. Ça, c'est nos données Scalo de Q1 2025. C'est incroyable. Tu résous ça. Derrière le sales, tu améliores son discours, tu améliores ce que tu veux. Et sur toute la chaîne, on est co-responsable. Et le jour où tu arrives à créer ça, c'est quand même beaucoup plus efficace, efficient. C'est même beaucoup plus plaisant pour les équipes. Moi, je suis hyper content qu'aujourd'hui, un BDR ou un account exécutif, donc un commercial, nous demande des leads organiques. Imagine le niveau d'alignement qu'on a créé là. Et Ça a mis 9 ans. Hein. Oui, mais tu vois, c'est cet exemple que j'allais donner. C'est du coup, moi, une fois, je viens dans les bureaux, je croise le directeur commercial et immédiatement, qui commence à dire ah ouais, faut balancer du lead organique et tout machin. Et je dis mais d'accord, ok, donc il est hyper conscient du fait que les leads qui viennent de telle source, tel est l'impact. Du coup, il encourage l'équipe marketing, investissez du temps là-dessus et tout. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et qu'on voit peu. Donc, effectivement, il y a cette compréhension des enjeux market et des différents leviers, etc. Ça, c'est hyper important. Et un autre truc qui me marque dans ce que tu dis et qui reboucle sur un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est le côté manuel des choses, en fait. Tu vois, où tu disais, bah voilà, le côté porte-à-porte, en fait, faut aller dans les magasins avec les gens. En fait, tu te rends compte qu'ils ont nulle part où poser un ordi. Et en fait, c'est le wake-up call de, mais attends, en fait, faut que notre app, elle soit hyper, faut qu'elle soit mobile friendly et tout. Pour moi, c'est le pragmatisme, en fait. Tu vois, c'est vraiment ce côté très pragmatique de, bah, en fait, ils me disent que j'envoie que des leads pourris. Bah, attends, je vais passer une après-midi avec eux à moi-même faire des calls et puis on va voir. Et dans le monde du digital, particulièrement dans le monde des startups, le fait que chaque action a une possibilité de scale infinie, ça pousse les gens à complètement oublier le fait de faire les choses one by one, tu vois? Et là, moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant ce que tu dis de, bah, en fait, les gars, OK, on va avoir un taux de closing, pourri. OK, on va peut-être passer une après-midi, on va pas on va pas particulièrement kiffer, mais l'apprentissage que C'est ça va générer. bénéfique pendant des semaines et des mois, tu vois. Et là, d'ailleurs, je me dis que ça fait 1 an qu'on l'a pas fait, faut qu'on y retourne. La Ouais, session mais d'équipe, tu vois. c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment hyper important et j'ai posté, ça me fait penser, il y a quelques semaines là sur LinkedIn, j'ai posté une vidéo de Jeff Bezos qui explique que sur, je sais pas si tu as vu passer ce truc, c'est, où en gros il dit: «Nous, un des trucs qu'on traque, il y a 2 métriques qui traquent beaucoup, c'est le temps de réponse, customer service et puis la qualité, tu vois, le NPS du customer service». Puis il se rend compte que, bah, ils répondent en moins d'une minute et pourtant la qualité, elle est pourrie. Et quand il demande aux gens, ben, pourquoi est-ce que vous dites que la qualité elle est pourrie? Parce que ça met trop de temps à répondre. Il dit, mais attends, on répond en moins d'une minute et tout. Et du coup, bah, comment ça se fait, tu sais, les mecs qui sont comme ça? Et puis il dit, mais
et on appelle le customer service et puis on voit combien de temps ça met. Et en fait, il appelle et au bout de 3, 4, 5 minutes, il y a toujours pas de réponse et il dit: «Bah, Mais bien sûr. on a un Mais problème de data, en tu fait». peux pas piloter ton activité avec un dashboard. Évidemment qu'il faut de la data, évidemment qu'il faut des dashboards, mais tu pars du principe que c'est une façon de voir les choses, mais il faut tout le temps aller sur le terrain. C'est indispensable. Il faut backer une conviction. Alors, ça peut être une conviction avant même d'avoir des chiffres, Bien sûr. mais une fois que tu as des chiffres, il faut se dire, OK, mais pourquoi on a ces chiffres-là? Pourquoi on s'améliore sur la réactivité? Et là, tu creuses. C'est le fameux le pourquoi en cascade, les routes causes, Oui, oui, oui. les causes racines. Pourquoi? Tu poses 3 fois la question. OK, continue. Et jusqu'à ce que tu puisses avoir une réponse, tu continues à poser le pourquoi. Bon, les équipes vont en avoir marre à un moment. Donc, tu te calmes à 3 ou 4. Mais il faut poser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, le pire qui pourrait arriver, c'est justement des personnes qui sont là depuis plusieurs années. C'est ah non, mais tu sais, le fameux on a toujours fait comme ça, Oui, etc. Dans des boîtes comme les nôtres, on n'avait pas ce truc. L'année oui, 1, l'année 5. oui, Là, l'année 9, on commence à avoir oui, ces retours évidemment. de on a toujours fait comme ça, ça marche bien. Ouais, mais ça pourrait peut-être fonctionner encore mieux. Et ça, tu as totalement raison. Et ce que tu disais juste avant sur ne pas oublier l'humain, être pragmatique, etc., je pense que plus que jamais. Surtout si on va dans un monde de plus en plus IA, de plus en plus automatisé, de moins en moins humain, ce qui va vraiment faire la différence, c'est comment tu arrives à créer vraiment une expérience que tu délivres à tes clients, mais aussi en interne, en tant qu'équipe qui taffe ensemble dans la même organisation, comment l'humain, tu le valorises plus que jamais. Et c'est ça qui va faire en sorte que Ouais. des boîtes vont continuer à émerger, des boîtes vont continuer à grandir, versus des boîtes full IA où tu auras peut-être beaucoup moins de FTE, où les ratios Ouais, complètement. d'ARR par FTE vont être bien meilleurs, mais est-ce que dans la durée, ça va fonctionner? Mmh. C'est toute la question qu'on se pose en ce moment, mais de toute façon, on aura la réponse dans quelques années, Oui, hein. oui. Puis tu vois, il y a un truc, tu vois, tu as employé l'expression conviction, mais je pense que dans beaucoup de boîtes, en fait, il y a un peu une confusion qui est faite entre, conviction et certitude. Tu vois? Tu peux être convaincu d'un truc, mais ça reste une hypothèse. Tu vois ce que je veux dire? Et donc à la fin, même si tu as ta conviction, faut la confronter à la réalité du marché et parfois, en fait, beaucoup de gens, ils ont une conviction et en fait, en réalité, c'est une certitude et du coup, ça y est, ça les fige complètement. Non, mais va la mettre à l'épreuve du marché et tu vas voir que en fait, ta conviction, elle vaut rien du tout, tu vois? Et être constamment aussi dans, cette réalité du terrain, voilà, c'est non, non, mais c'est hyper intéressant qu'on parle de ça parce que c'est vrai que, bon, on baigne dans le milieu de la tech où, tu vois, voilà, on a pas mal parlé d'IA et cetera et parfois, on peut être complètement déconnecté de ce truc-là et tu vois, les exemples que tu as donnés, enfin, vraiment l'exemple de, en fait, tu vas dans une pharmacie, tu as une web app et en fait, ils ont nulle part où poser l'ordi. Ah ouais, en fait, on est complètement à la masse, tu vois? On s'est même pas posé ces questions-là. Donc c'est hyper intéressant. Dernier volet que j'aimerais ouvrir, c'est le l'international. Ah, Donc l'international, là aujourd'hui, donc tu disais au niveau des équipes, vous avez une équipe en Espagne, voilà. Comment on ouvre un pays? C'est quoi un peu le playbook? ouais. Donc là, on a 2 gros pôles. Donc tu as le pôle France, qui est le pôle historique, qui est le headquarter, et tu as un bureau à Barcelone où aujourd'hui on a 70 personnes. Donc ça commence quand même à devenir, bien structuré. Oui. Le but cette année, ça va être de réaccélérer dans d'autres pays, donc Luxembourg, Suisse, Belgique et Italie. Donc le playbook, alors on n'a pas le temps pour que je te fasse un playbook exhaustif, mais en revanche, là on s'est merdé au début et là où maintenant on a vraiment hyper bien corrigé le tir et où ça va vraiment dans la bonne direction. Pourtant toutes les boîtes nous l'avaient dit, toutes les boîtes qu'on avait interrogées, mais évidemment on s'est dit on va mieux faire que les autres, mais on s'est lamentablement planté. Ne recrutez pas vos équipes qui vont devenir des équipes locales dans un autre pays. Ça sert à rien de piloter le marketing espagnol depuis Paris, c'est un non-sens. Il faut des équipes locales. Il faut un ou une espagnole qui D'accord, pilote ton marketing local. Tu gagnes énormément de temps. d'accord, Et le fait de se dire non, mais j'ai fait 6 mois à Barcelone, t'oublies. C'est une erreur totale. Il faut des locaux. Il faut des cerveaux qui vont penser comme tes futurs clients, qui vont penser comme tes d'accord. prospects. Ouais. Quoi de mieux qu'un espagnol ou que bientôt un ou une italienne pour connaître ce marché-là? Mmh. Mais même chose pour le general manager. Au début, on avait lancé depuis le headquarter, ça ne fonctionnait pas. Depuis qu'on a des bureaux à Barcelone, qu'on a des équipes locales et qu'on a un general manager espagnol, ça va beaucoup plus vite. Et c'est logique. En fait, c'est juste du bon sens. Quand je le dis, je me dis, bah ouais, évidemment. Sauf que tu essayes de Non, dire, mais je trouve que l'erreur, elle est logique aussi, en fait, bah tu ouais. vois? Non, mais Mais en vrai, tu vois, parce que une des questions que j'allais te poser juste après, c'est: «Ah oui, mais du coup, cette personne-là, au début, donc du coup, est-ce que tu recrutes immédiatement une équipe? Est-ce que tu commences par une personne? Est-ce que tu commences par avoir des bureaux? Est-ce que» parce que tu vois, c'est aussi ça l'impact de cette décision-là. Donc tu vois, moi, je trouverais ça logique de me dire: «Non, attends, avant d'ouvrir un bureau, une équipe et tout, on va quand même faire les choses depuis le headquarter». non, mais soyons clairs, tu peux recruter
ton general manager ou la première personne qui va lancer le marché dans ton bureau historique, mais sur une durée limitée. 3, 6, 9 mois, et ensuite, tu D'accord. vas ouvrir le pays Ouais. concrètement. C'est sûr que d'ouvrir des bureaux, staffer une équipe, avoir un general manager, avoir du marketing l'année 1, c'est un vrai investissement colossal. Mmh. Il faut y aller aussi par étapes. Depuis tout à l'heure, tu vois, on se dit qu'il faut y aller par étapes. Tu peux très bien te dire, on lance un pays depuis un endroit, on le déploie, on le teste, et ensuite, on va localement dans le pays. Soyons clairs là-dessus. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre des non-natifs. Et tu vois, sur l'Espagne, on s'était gouré, mais en gros, tu prends pas un Sud-Américain. Même s'il parle espagnol, Mmh. là, nous, on vend à des Espagnols en Espagne. Non, mais c'est con, mais tu vois, sur même de la localisation de ads, on s'était gouré parce qu'en fait, tu dis pas le mot badges ou le mot planning de la même façon. Ouais. Mais ça, c'est des trucs que tu peux pas voir quand t'es pas espagnol, quoi. Oui. Et en fait, ça, on a perdu énormément de temps. Et même au début, tu vois, se dire, bah non, mais on n'est pas crédible parce qu'on n'a pas le vocabulaire. Un espagnol ne parle pas comme ça. Mmh. Donc ça, c'est tout con. Bon, je pense qu'on aura peut-être moins le problème en Italie. Mais sur des pays où tu as des spécificités vraiment presque régionales, il faut vraiment l'avoir en tête. Et ensuite, ce qui compte, c'est comment tu utilises les expérimentations et toutes les années d'historique que tu as sur un pays, le headquarter, et comment tu rends possible l'adaptation. C'est quel niveau de latitude tu laisses à un pays versus tu veux tout contrôler en headquarter et tu laisses zéro latitude. Alors évidemment, comme tout, c'est une histoire de curseur. Donc tu vas pas laisser 100% d'autonomie et le logo devient vert demain, c'est pas possible. En revanche, tu vas pas leur guider de A à Z tout ce que les équipes locales doivent faire. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'avoir des équipes locales et tu as une équipe vraiment globale qui est pilotée depuis le headquarter. Donc en fait, tu vas petit à petit leur dire, bah, sur l'inbound, tu peux adapter. Sur la outbound, tu vas adapter. Sur les events, tu vas adapter. Sur les partenariats, tu vas adapter. En fonction des spécificités du marché. Mais ça se construit avec le temps. Au début, quand tu n'as personne, bah, tu fais un copier-coller, tu fais un copycat, tu copies ton compte qui fonctionne Bien sûr. bien, mais ça marche pas. Tu vois. Vraiment, là, on a senti la courbe décoller, c'est quand tu prends le temps, tu es avec une personne espagnole qui t'explique, qui corrige, qui met en place. Mais à nouveau, quand je le dis, j'ai vraiment l'impression d'ouvrir une méga porte ouverte, tu vois. Mais ça, vraiment, faites-le parce que ça te fait gagner un temps colossal. Oui, c'est un peu le côté, on met la charrue avant les bœufs et OK. Et en fait, il y a un truc qui peut être un peu contre-intuitif, c'est que, j'ai l'impression que la logique de l'erreur que vous avez commise, c'est un peu ce côté, non mais on prend cette décision-là parce que ça va scaler plus vite et en soi, c'est vrai que tu as un sentiment de scale qui peut être plus rapide, mais le fait de revenir à des choses plus petites, un peu plus à la mano, on en revient toujours à ce sujet-là, finalement, c'est ça qui est le plus rentable, tu vois? C'est ça qui va faire décoller ta Ouais, courbe. ouais. Tu as l'impression, tu vois, on disait, on regarde les dashboards et les chiffres. Oui, ok, tu peux te dire, super, on passe de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 5. Sauf qu'en fait, si tu prends le temps localement d'adapter ta stratégie et d'avoir vraiment une vision globale du marché local, tu vas passer de 1 à 10, de 10 à 20, de 20 à 50 et de 50 à 100 beaucoup plus vite que tu l'as fait sur ton marché initial. Là, moi, ce que j'adore faire, c'est comparer les courbes. Tu mets la courbe de la France, 9 ans, tu mets la courbe de l'Espagne, tu mets la courbe de l'Italie, et là, c'est incroyable. Je te dis, Oui, on réduit le oui. temps, on réduit l'exécution, on réduit le time to market, on réduit tout ça. Mais ça, on peut le faire parce qu'on a expérimenté pendant des mois et des années. Et on Mmh, peut le faire aujourd'hui parce qu'on laisse aussi une latitude en local. mmh. Mais après, la question se pose. Là, tu vois, sur la brand, la question se pose vraiment. Quelle latitude tu laisses? Est-ce que tu peux avoir un tone of voice totalement différent en Mmh. Espagne? Parce que le marché est peut-être un peu plus jeune, un tout petit peu moins mature, un peu moins structuré qu'en France. Mais finalement, tu as deux marques qui parlent différemment. Et ça, c'est les vraies questions de fond. Je pense que dans la durée, ça peut pas fonctionner. Là, cette année, ça va vivre. Mais on va vraiment réussir dans les semaines à venir à vraiment consolider ça et se dire, tu as des guidelines clairs. Voilà comment tu dois l'appliquer en Espagne. Et voilà quel niveau de latitude tu as pour l'adapter localement. Mais il ne faut pas partir, je pense, sur des tone of voice différents, des Mmh. positionnements différents. À nouveau, le mot, c'est ne pas répliquer, mais vraiment adapter. Mais adapter, ça ne veut pas dire faire l'inverse et l'opposé. Ça veut quand même dire composer avec une majorité Bien d'existants sûr. et tu as 20, 30, parfois peut-être 40% que tu peux adapter. Oui, oui. Oui, tu as des fondamentaux qui sont Exactement. bien là. Super. Écoute, j'ai fait le tour de mes questions, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour, tout ça. Est-ce qu'il y a des messages à faire passer? Est-ce qu'il y a des recrutements? Est-ce qu'il y a des tu vois? C'est le C'est moment de faire passer c'est une des très bonne messages? opportunité. Donc là, on recrute globalement dans toutes les équipes chez Skello.
On parlait tout à l'heure de comment tu mets un pied dans des environnements comme ça. Là, on est bientôt 400. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être moins facile de rentrer aujourd'hui que quand on était 20. Quoique, c'était aussi d'autres enjeux et Oui, d'autres bah oui. challenges. Aujourd'hui, moi, ce que je conseille, déjà, allez sur No Welcome the Jungle, allez voir les métiers sur lesquels on a des jobs ouverts. Si jamais vous faites un métier ou vous voulez faire un métier chez nous qui n'a pas forcément une job desk ouverte en ce moment, rentrez sur un autre job. Tu rentres, je sais pas, tout à l'heure on parlait des comptables, même si tu n'as plus envie de faire de la compta, tu viens faire comptable chez nous et derrière, tu as de la mobilité transverse. Tu as de la mobilité dans des équipes. Là, il y a des exemples qu'on met de plus en plus en valeur parce qu'en fait, on a des parcours incroyables chez nous. Personne ne le sait, mais on a une Head of Business Ops. Donc, elle gère toutes les équipes opérations qui font en sorte que la machinerie interne fonctionne, qu'on facture bien le bon client, qu'on ait un CRM qui soit d'équerre, etc. Cette personne-là, Julie, elle est chez nous depuis 6 ans. Elle est arrivée, elle était SDR. Ensuite, elle est devenue inbound sales, inside sales à l'époque. Ensuite, elle est devenue responsable commercial. Ensuite, elle a switché dans l'équipe Ops. Et maintenant, elle est à la tête d'une équipe dans l'équipe Ops. C'est incroyable ces parcours. On a des gens chez nous qui évoluent 3 fois en 18 mois. Tu passes de contributeur individuel à manager en très peu de temps. Si t'es bon, c'est pas lié à une condition temporelle. Ouais. Ah, moi, ça fait 6 ans et demi que j'y suis. Première année chez Skello, la blague, j'ai déjà raconté, mais quitterait Emmanuel, j'aurais dit, moi, dans un an, je suis freelance à Bali et je suis plus là. Mais 6 ans et demi après, je suis toujours là. Parce qu'en fait, chaque année, tu vis des choses qui sont totalement nouvelles. Et l'année 6, l'année 7 pour moi ici, c'est pas du tout la même année qu'il y a 6 ou 7 ans. Et c'est incroyable. C'est dingue. Donc vraiment, si vous voulez grandir avec nous, là, on en est, je pense, encore au début de l'histoire. Rejoignez-nous cette année. Il y a un potentiel encore énorme. On veut aussi, comme toutes les boîtes sales-led, donc vraiment qui sont drivées par les équipes commerciales, on veut petit à petit avoir de plus en plus de product-led growth. Donc on investit beaucoup dans le produit, on investit beaucoup dans le self-service. Donc des profils qui ont des parcours B2C. J'ai bossé en e-commerce, j'ai bossé sur des gros sites, des beaux, des marketplaces, etc. C'est des profils qui nous intéressent énormément cette année, justement pour se réinventer, justement pour aller chercher des compétences qu'on n'a pas forcément en interne et pour nous challenger fortement. C'est incroyable. Bah, le message est passé. Ah, génial. Merci pour l'opportunité, Jordan. Merci Elliot, merci à toutes les personnes qui écoutent encore l'épisode maintenant. N'hésitez pas à partager, relayer, à écrire à Elliot pour lui dire merci Avec plaisir. pour tout ce partage. Et puis voilà. Merci beaucoup. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Merci Elliot. Merci, Jordan. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!